Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de pénurie d'énergie et en particulier de pénurie d'énergie en Europe pour les mois à venir. C'est sûrement un sujet dont vous entendez parler depuis quelques semaines dans les médias. Effectivement, on a des problématiques d'approvisionnement de gaz en provenance de la Russie vers l'Europe et ça risque d'avoir des conséquences assez importantes sur l'économie européenne. En fait, si vous ne le savez pas, il y a un lien direct qui existe entre la quantité d'énergie qui est consommée dans une zone et le PIB. Et donc, si on a moins d'énergie, on risque d'avoir des impacts significatifs sur le PIB. C'est ce qu'on va regarder aujourd'hui en détail. Allez, c'est parti. Effectivement, la problématique de pénurie vient à court terme du conflit avec la Russie. C'est vrai que si on regarde les choses à plus long terme, cette problématique est plutôt liée à une dépendance vis-à-vis de la Russie qui a été acceptée et mise en place par les pays européens qui n'ont pas su développer suffisamment de capacité de production d'énergie en interne. Toujours est-il que là, on est face à un problème avec le gazoduc Nord Stream 1, donc qui récemment a été donc arrêté pour des raisons de maintenance. Ça, c'est comme ça a été fait, comme c'est fait tous les ans. Simplement, la problématique, c'est que il est revenu seulement à 20% de ses capacités. Et ces 20% ne permettent pas aujourd'hui aux pays européens, et d'ici le début de l'hiver, de reconstituer suffisamment les stocks pour justement préparer cet hiver. Donc c'est ça qui vraiment inquiète beaucoup les Européens. Donc on a effectivement de plus en plus aujourd'hui d'articles dans lesquels on nous dit que les industriels vont devoir diminuer drastiquement leur consommation de gaz, mais peut-être aussi d'électricité. Donc là, on a un exemple ici. Donc, ce qui est plutôt indiqué en ce moment, c'est que ce seraient les industries qui sont les plus énergivores qui seraient impactées. Hein, donc, il y a effectivement aujourd'hui des contacts en cours entre ces industriels et des services de l'État. Les services de l'État sont en train de faire un classement entre les industries qui sont vraiment indispensables. Donc, on voit par exemple ici celles qui touchent à la défense nationale, la santé ou l'alimentation, et puis d'autres industries qui peut-être sont moins critiques. Là, il cite par exemple les cimenteries, l'industrie des métaux ou des verres, qui consomment énormément d'énergie, de gaz ou d'électricité, et à qui on va demander de réduire de manière drastique leur consommation. Et donc, c'est pas seulement une consommation de gaz hein, qui va devoir être diminuée, mais c'est également la consommation d'électricité, tout simplement parce qu'il y a une partie de l'électricité consommée en France qui est produite à partir de gaz. Face à cette problématique, la Commission européenne a donc essayé de trouver un accord entre les différents États membres. Donc, ils y sont arrivés. Ça n'a pas été simple. Il y a eu beaucoup d'opposition au début. Hein. Donc, à l'exception de la Hongrie, il y a un accord qui a été obtenu. L'objectif, c'est de réduire de 15% la consommation pour la période qui va d'août 2022 jusqu'à mars 2023 par rapport à la consommation par rapport aux années précédentes. Alors voilà, l'accord n'est pas exceptionnel. Donc ce qui est indiqué, c'est que les États membres doivent tout mettre en œuvre pour réduire leur consommation de gaz. Donc il n'y a pas vraiment de contraintes très fortes. Simplement, il y a des conditions en plus suspensives à cette règle. Et ensuite, il y a un mécanisme d'alerte justement qui peut être déclenché par le Conseil de l'Europe et la Commission pour derrière aller vers un mécanisme plus contraignant avec une réduction obligatoire de la demande, comme est indiqué ici, avec toujours derrière des conditions suspensives. Je vous donne un exemple, un État membre dont le système d'électricité n'est synchronisé qu'avec celui d'un pays tiers pourra être dispensé de cette obligation. Donc voilà, il y a un certain nombre de dispenses possibles. Voilà, néanmoins, ça a été accepté par ces pays. Et encore une fois, la Commission a souhaité mettre en place donc un système de contrôle, c'est-à-dire que chacun des pays va devoir envoyer un rapport tous les 2 mois à la Commission, qui elle-même va évaluer ce rapport derrière et va dire au pays en question s'il respecte bien cette trajectoire de diminution de la consommation de 15%. Donc il y a vraiment une volonté hein, de la Commission européenne, encore une fois, de récupérer un pouvoir complémentaire de contrôle hein, sur les pays membres de l'Union européenne. Si vous devez retenir une chose de la vidéo d'aujourd'hui, c'est que
l'économie, c'est de l'énergie transformée. Il existe en effet un lien direct entre la quantité d'énergie qu'on consomme dans un pays et le PIB. Donc là, il y a une étude qui a été faite, vous pouvez la voir ici, on a le graphique, on relie le PIB ici, de ce côté-là, à la quantité d'énergie qui est consommée, et vous voyez qu'il y a une parfaite corrélation. Le coefficient R2 est, pour ceux qui ont fait des statistiques, de 0,99 quasiment. Donc on a vraiment une corrélation parfaite entre les deux. Et c'est en réalité assez logique. Pourquoi? Parce que quand on y réfléchit, une économie, c'est quoi? C'est un système dans lequel on va utiliser des ressources, on va les transformer pour créer des produits et des services qui sont ensuite vendus. Et chaque transformation qui est réalisée va requérir l'utilisation d'énergie. Donc il est en fait assez logique qu'il y ait un lien entre les deux, la consommation d'énergie et le PIB. C'est une relation fondamentale qu'il faut bien comprendre, et ça veut dire aussi que si on vous oblige sur une période courte à diminuer votre consommation d'énergie, eh bien, vous allez vous retrouver avec, pour à peu près le même pourcentage, une diminution de votre PIB. Maintenant qu'on a démontré que notre économie est directement liée à l'énergie que l'on consomme, il faut bien comprendre d'où vient cette énergie. Donc là, vous avez justement une étude qui a été faite sur une période très longue, depuis 1965, qui montre la répartition de cette énergie consommée dans le monde. Et ce qu'on voit de manière très claire, c'est que les énergies fossiles, à savoir donc les trois qu'on a ici, le pétrole, le charbon et le gaz, sont encore très largement prépondérantes dans le mix énergétique. Si on additionne les trois, on obtient à peu près 83% de l'intégralité de l'énergie consommée aujourd'hui. Donc ça reste encore ces trois sources, les sources principales. Vous voyez qu'il y a toujours une tendance haussière encore aujourd'hui, malgré la baisse en 2020 due au Covid, mais sinon on a toujours cette même tendance haussière. Il est clair qu'il faut sans doute s'attendre à peut-être une stagnation liée à la difficulté d'accès à ces sources, à l'atteinte d'un pic pétrolier notamment. Mais néanmoins, pour l'instant, on est toujours dans une tendance haussière. Alors, il y a, pour ce qui est des sources alternatives, on peut regarder le nucléaire par exemple. Donc là, on a une stagnation, comme vous voyez, à partir à peu près des années 2000. Il y a un certain nombre de pays, notamment l'Allemagne, qui ont décidé de se retirer de ce marché, de la production d'électricité nucléaire. La Chine, elle, investit en ce moment beaucoup, mais on ne voit pas encore l'impact ici, puisque les projets sont en développement. Donc, à mon avis, il y aura une tendance à l'augmentation de cette énergie dans le futur, mais ce n'est pas le cas pour l'instant. La production d'hydroélectricité, elle, est constante, mais il n'y a pas d'augmentation significative. Le seul point significatif depuis les années 2010, c'est la hausse, certes importante, du solaire et de l'éolien. Donc c'est également dans un pays comme l'Allemagne qu'on va regarder ça juste après, qu'il y a un développement fort de ces sources d'énergie. Et c'est là un peu une anomalie en réalité par rapport à la tendance de très long terme. C'est vrai que si on regarde les choses sur le très long terme, on a plutôt eu tendance à aller peu à peu vers des sources d'énergie dont la densité énergétique était de plus en plus élevée. Donc on voit là par exemple une évolution. Vous voyez que celle qui a la densité énergétique la plus élevée, c'est le gaz naturel, beaucoup plus que le pétrole brut par exemple, et encore beaucoup plus que le charbon. Mais c'est vrai que quand on va vers des énergies comme le solaire ou l'éolien, là, ben, on a des sources d'énergie qui ont des rendements beaucoup moins intéressants, notamment du fait de leur intermittence. C'est-à-dire que quand vous installez des centrales solaires ou éoliennes pour alimenter une population en énergie, vous devez, pour que ça puisse fonctionner dans son intégralité, eh bien, installer en parallèle une centrale d'électricité, souvent basée sur du gaz, tout simplement pour pallier aux périodes pendant lesquelles il n'y a pas de vent ou pas de soleil. Si on regarde maintenant le mix énergétique par pays,
on voit une différence notable. Donc vous pouvez voir ici, c'est la partie en gris qui correspond au charbon, à l'utilisation du charbon. Et donc on voit qu'un certain nombre de pays, c'est notamment les pays en voie de développement, qui utilisent encore massivement le charbon, qui est une source d'énergie peu chère. On voit par exemple en Inde et en Chine que plus de 50% de l'énergie consommée provient du charbon, alors que dans les pays les plus développés, on est à des taux bien inférieurs, compte tenu de la pollution que le charbon engendre. Et donc on est à seulement 12% aux États-Unis par exemple, et environ 2,5% en France. Regardons maintenant comment le mix énergétique allemand a évolué. Donc là, on peut voir la production nette totale d'électricité en Allemagne. Ce n'est pas l'intégralité de l'énergie, c'est uniquement la part de production d'électricité, mais ça va nous permettre de bien comprendre quand même ce qui s'est passé en Allemagne. Donc vous avez les différentes sources d'électricité ici en couleur. On va commencer par le nucléaire. Donc vous voyez que dans les années 90, on avait vraiment une part très importante de l'électricité produite en Allemagne qui venait du nucléaire. Et on a eu, si on compare à aujourd'hui, une division par plus de 2 de cette quantité d'électricité. Donc ce qui s'est passé, vous voyez bien, c'est qu'à partir à peu près de la fin des années 90, il y a eu une décision prise en Allemagne de faire diminuer progressivement la production d'électricité nucléaire au profit de la création de centrales d'énergie renouvelable, notamment le solaire et l'éolien, qui sont ici en jaune et en vert, et qui se sont effectivement beaucoup développés. Donc ce qui s'est passé parallèlement, comme je le disais précédemment, c'est qu'il y a eu une augmentation de la quantité de gaz utilisé, donc des centrales, notamment dans des centrales de production d'électricité utilisant du gaz pour fonctionner en parallèle avec le solaire et l'éolien, pour pallier à l'intermittence. Et la troisième caractéristique du marché allemand, c'est qu'il continue à utiliser beaucoup de charbon. C'est les deux parties en marron ici. C'est vrai que pour un pays développé, c'est un peu surprenant. Ça a quand même bien diminué, mais c'est vrai que pour un pays développé, ça reste encore une part très importante de la production d'électricité. La stratégie énergétique mise en place par l'Allemagne a eu une conséquence, c'est de la rendre très dépendante de la Russie pour son approvisionnement en énergie fossile. Donc là, on a par exemple sur ce graphique une décomposition de la consommation d'énergie en Allemagne, où on voit la partie qui provient de la Russie. Donc c'est avant le début de la guerre en Ukraine en 2020. Et donc si on additionne les trois parties, il y a une partie du charbon, du gaz et du pétrole qui provient de la Russie. On est entre 25 et 30% de la totalité de l'énergie consommée en Allemagne qui provenait de la Russie. Et vous voyez qu'il y a d'autres pays sur ce graphique européen qui dépendent aussi beaucoup du gaz, enfin, qui dépendaient beaucoup du gaz russe. Donc là, on a les chiffres 2020. Donc l'Allemagne était dans les grands pays le plus dépendant. Il y a aussi l'Italie avec 46%. La France dépend un petit peu moins, mais quand même à 24% de son gaz. Donc on a, voilà, ce qu'il faut bien retenir, c'est qu'il y a un certain nombre de décisions de politiques stratégiques, de stratégies énergétiques, qui ont rendu un certain nombre de pays européens dépendants de la Russie. Et c'est ce qui nous amène aujourd'hui à cette problématique de pénurie d'énergie pour l'hiver à venir. Le conflit avec la Russie n'est donc pas la seule raison qui explique la pénurie d'énergie vers laquelle on se dirige. On va regarder maintenant un graphique qui nous montre les investissements faits par les compagnies pétrolières dans le domaine de la recherche de nouveaux gisements de pétrole et de gaz. C'est ce qu'on appelle l'upstream. Donc vous voyez ici l'évolution entre les années 2010 et 2020. Et donc on a eu très clairement une diminution à partir de 2015 significative de ces investissements. Donc là, maintenant, depuis plusieurs années, depuis plus de 6 ans. Alors c'est vrai que c'est en lien avec la baisse du prix du pétrole, à peu près à partir des années 2015. Vous voyez ici, ça s'est repris depuis maintenant un an.
mais c'est vrai que les prix sont restés bas assez longtemps, ce qui a généré plusieurs années de sous-investissement. Et en parallèle de ça, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que on a de nombreux institutionnels, la quasi-totalité j'ai l'impression maintenant, qui sont contraints par ce qu'on appelle les normes ESG. Donc c'est les normes environnementales, sociales et de gouvernance. Donc pour avoir parlé avec certains institutionnels qui gèrent de très gros montants, effectivement je confirme que pour la plupart d'entre eux, ils sont contraints très fortement par ces normes et notamment ils ne peuvent quasiment pas investir dans le domaine de l'exploration du gaz et de la production de gaz et de pétrole. Et donc la combinaison de ces deux facteurs fait que effectivement, eh bien on se dirige vers une période pendant laquelle l'offre de pétrole et de gaz sera véritablement limitée. Très clairement, la zone géographique qui sera le plus touchée par cette pénurie d'énergie, c'est l'Europe. Maintenant, la problématique de sous-investissement dans le domaine du pétrole et du gaz, c'est une problématique mondiale. Et donc là, justement, on va regarder les États-Unis, chez qui, effectivement, il a été envisagé de vendre une partie très significative de la réserve stratégique de pétrole. Donc ça a été annoncé par Washington il y a quelques mois. Alors, faut être clair, hein, ça a été décidé parce que les prix du carburant ont beaucoup augmenté aux États-Unis. Donc, moi, j'habite aux États-Unis et c'est vrai qu'on a vu une hausse très forte. Ça s'est un peu calmé il y a un mois et demi. Ça a été mis en place par le gouvernement américain pour contrer l'inflation en prévision des élections de midterm, hein, pour arriver à faire baisser un peu le prix du carburant avant les élections qui ont lieu début novembre. Donc là, on peut voir sur cet autre site l'évolution de la quantité de pétrole qui est dans cette réserve stratégique qui s'appelle le SPR. Et donc, vous voyez que on a les données historiques depuis les années 1980. Donc, ça avait légèrement augmenté. Et là, c'est vrai que d'un coup, depuis début 2022, on a une baisse vraiment très très rapide, hein. Donc, on baisse à un rythme de 1 million de barils par jour. Donc c'est vraiment une baisse très significative. Là, on est revenu quasiment au niveau des années 1985 en termes de quantité de pétrole disponible dans cette réserve. Personnellement, je pense qu'ils vont continuer hein, à vendre. C'est d'ailleurs ce qui est prévu hein, jusqu'à à peu près fin octobre, début novembre. On devrait se retrouver à peu près à un peu moins de 400 millions de barils dans la réserve. Et là, à ce moment-là, très vraisemblablement, ils seront obligés d'arrêter j'imagine, de vendre. En tout cas, ce qu'il faudra surveiller dans les mois à venir, c'est justement le moment où ils vont arrêter hein, de vendre ce pétrole qui est inclus dans cette réserve stratégique. Pourquoi? Parce que la quantité actuelle par jour d'1 million de barils, si vous la comparez à la quantité totale de pétrole qui est consommée par jour aux États-Unis, eh bien ça pèse quand même pour 5%. Donc ça veut dire que quand vous retirez 5% de l'offre sur le marché, eh bien très certainement, il va y avoir un impact assez significatif sur le prix du pétrole à ce moment-là. Voilà, donc ça sera eh bien, un indicateur à bien suivre dans les mois qui viennent. Si on regarde la production de pétrole brut aux États-Unis, vous voyez ici le graphique qui montre qu'aujourd'hui, on est revenu à peu près 11,6 millions de barils par jour. Et en fait, c'est quand même encore assez significativement inférieur au montant qui avait été atteint juste avant la pandémie, hein. On était monté quasiment jusqu'à 13, donc il y a toujours un écart de 1,5 million de barils par jour. Et vous voyez ici que si on regarde le nombre de puits de pétrole en activité aux États-Unis, on voit que, eh bien, effectivement, on est remonté hein, progressivement suite à la pandémie. On est toujours à des niveaux qui sont inférieurs à des niveaux au niveau pré-pandémie en termes de nombre de puits. Et ça aussi, c'est le témoignage de la difficulté hein, des acteurs du secteur à arriver à trouver des financements pour relancer la production. Que faut-il retenir en conclusion? Premièrement, il y a eu depuis plusieurs années un sous-investissement massif dans le domaine des énergies fossiles. Ceci notamment du fait de l'application des normes ESG, alors même que nous sommes encore
dépendant à plus de 80% de ces énergies fossiles. Deuxièmement, l'Europe est la plus vulnérable vis-à-vis de la pénurie qui s'annonce. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elle ne produit pas beaucoup d'énergie en interne. Elle est fortement dépendante des pays extérieurs et notamment de la Russie. Le troisième point, c'est que pour l'Europe, il n'y a pas à court ou moyen terme de sources alternatives au gaz russe. Les quantités nécessaires sont trop importantes et donc c'est notamment pour ça que la Commission a décidé de mettre en place un plan où les pays doivent véritablement diminuer leur consommation de gaz dans les mois qui viennent. Donc, à titre personnel, je pense que si vous habitez en Europe, il ne serait pas idiot de regarder comment vous êtes chauffé. Si vous êtes chauffé uniquement au gaz, eh bien, il pourrait être pertinent d'aller dès maintenant vous acheter quelques radiateurs électriques pour bien passer les mois d'hiver. Merci beaucoup pour votre attention. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce bleu, abonnez-vous, ça m'aide beaucoup pour le référencement. Par ailleurs, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez vous abonner à ma newsletter gratuite. Le lien est situé juste en dessous de la vidéo. Je vous remercie encore et je vous dis à très bientôt. Ciao!